Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va faire une vidéo, c'est un petit peu spécial parce que cette vidéo elle est dédiée aux motards. Et pourquoi aux motards? Parce qu'au fil des mois j'ai beaucoup de motards qui suivent l'aventure et il y a beaucoup de motards qui ont posé des questions sur la moto et tout. Donc chaque fois qu'on m'avait posé une question, je l'ai toujours marqué sur mon petit bouquin. Et je pense qu'après 6 mois de voyage, après quasiment 28 000 km, je pense avoir fait le tour de ce qu'il faut ou pas pour pouvoir préparer la moto correctement et ainsi de suite. Alors les points que je vais aborder, c'est déjà le choix de la moto, comment la préparer, la sécurité personnelle, sécurité de la moto et comment faire des vidéos, comment vous pouvez faire des vidéos pour pouvoir avoir des bons souvenirs de votre voyage. D'accord? Donc, si on commence, donc moi encore une fois, ça c'est mon point de vue, c'est mon idée, je voyage seul. Si vous êtes à deux, ça ne sera pas la même chose, mais c'est mon point de vue. Donc c'est toujours mieux un point de vue que pas du tout, mais c'est pas parce que je dis ça que ça doit rester, que c'est l'unique solution, quoi. Moi je vous parle de mon expérience personnelle, après vous en faites ce que vous voulez, quoi. Bon, déjà, où acheter la moto? Alors la première chose quand on achète une moto, déjà je pense la priorité c'est de pouvoir acheter une moto chez un concessionnaire que vous pouvez causer. Lui causer, c'est-à-dire que quand vous êtes en voyage, vous pouvez lui lancer un petit message via WhatsApp ou comme vous voulez pour une question que vous allez avoir, parce que vous allez avoir des questions, ça je peux déjà vous promettre. Et puis c'est bien si vous êtes assez proche du concessionnaire, comme ça, ça peut paraître des questions des fois bêtes. En tout cas moi je ne suis pas un mécano, donc j'ai des fois des questions qui peut-être un peu bêtes ou naïves, mais je ne suis pas sûr, donc je préfère leur poser la question à la personne, en l'occurrence c'est mon cousin, et il m'a donné des super coups de main parce que des fois c'est vrai que je ne sais pas, quoi. Voilà. Donc ça c'est important, d'acheter une moto avec quelqu'un que vous pouvez déjà discuter. Après, quelle moto il faut acheter? Alors ça c'est la question que j'ai toujours, et puis je n'aime pas répondre à cette question parce que je n'ai pas envie de privilégier plutôt une marque qu'une autre, parce qu'à vrai dire on s'en fout de ça. Mais il y a une chose principale, et quand je vous dis ça, c'est pas nécessairement moi qui ai vécu ça, mais à travers des discussions avec des autres personnes que j'ai rencontrées sur la route. La chose qui est importante quand on choisit une moto, c'est de choisir une moto, on a encore la chance au jour d'aujourd'hui, c'est de choisir une moto avec le moins possible d'électronique. Oui, alors l'électronique c'est merveilleux, c'est magnifique, mais c'est magnifique quand vous avez un garage qui peut réparer l'électronique, le problème à l'électronique dans chaque coin de rue. Mais là par exemple, si vous êtes en Colombie, il y a un garage. Je fais référence à la BMW par exemple. S'il y a un garage qui est capable de réparer le problème électronique de BMW. Donc si vous êtes au sud de la Colombie, vous devez envoyer votre moto dans un camion jusqu'à Bogota pour pouvoir réparer. Je vous parle de ça parce que j'ai un copain qui a eu ce problème-là. Puis c'était une connerie, quoi. C'était vraiment une connerie. Donc, si je reviens là-dessus, on a encore la chance au jour d'aujourd'hui d'acheter des motos qui n'ont pas énormément d'électronique. La Ténéré, ça en fait partie, mais il n'y a pas que, hein. Les Royal Enfield, l'Himalayan par exemple, ça va très très bien. Et honnêtement, il faut aller au plus simple. Aller au plus simple, c'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Ensuite, la chose principale, par exemple, moi j'ai une 700, ça me suffit très très bien, hein. Largement, je roule entre 80 et 110, donc franchement, faut pas rêver. Maintenant, la chose principale que moi j'ai pas nécessairement fait juste, les pneus, c'est la chose qui nous donne le plus grand stress. Pourquoi? Parce qu'on crève, vous avez tous crevé une fois ou l'autre. Par contre, vous avez tous crevé, mais je ne pense pas que vous avez tous réparé votre pneu à 35 degrés ou sous la pluie ou dans un coin un petit peu merdique. Voilà. Alors moi, j'aimerais vraiment vous dire, ça c'est l'erreur principale que moi j'ai fait, il faut mettre des tubeless. Pourquoi des tubeless? Parce que les tubeless, vous pouvez réparer une crevaison en 2 minutes. Si c'est un clou, vous voyez le trou dans le clou, et puis vous remettez le kit pour réparer les tubeless et vous repartez. 2 minutes, 3 minutes, vous imaginez. Par contre, si vous n'avez pas ça, vous devez enlever la roue, enlever le pneu, enlever la chambre à air, réparer la chambre à air, ou vous mettez une chambre à air neuve, n'importe comment, et c'est un truc de barjot.
Vous pouvez passer de 2 minutes à 2-3 heures, et puis je ne vous dis pas les conditions, c'est ça qu'il faut aussi voir, parce que des fois on n'est pas tous au frais en train de réparer, on peut être au bord d'une route avec des camions qui passent, qui pleut et tout, et franchement, c'est important. Alors il y en a qui vont me dire, oui, oui, mais les Ténérés, ils n'ont pas le tube, c'est des conneries. Il existe des kits, pas en Amérique du Sud, pas en Amérique centrale, mais en Europe, en Amérique, ça existe. C'est des kits qu'on peut mettre sur les roues et que vous transformez votre roue traditionnelle en tubeless. Et honnêtement, ça, si vous pouvez faire ça, parfait. Je ne dis pas que ça peut vous sauver tout le temps, parce que si c'est une crevaison avec un gros trou, ben voilà, il n'y a pas le choix, quoi. Donc tubeless, impérativement, mais il faut quand même que vous prenez avec vous des chambres à air. Et les chambres à air que vous prenez avec vous, c'est une avant, une arrière, impérativement, vous n'avez pas le choix. Par contre, prenez des 4-5 mm d'épais. Franchement, c'est important, parce qu'il existe les toutes petites prenez des 4-5 mm, point. Ensuite, ce qui est important aussi de prendre avec vous, que je n'avais pas au début, et je pense que ceux qui suivent depuis longtemps, vous avez vu qu'il y a un Chilien qui m'a donné, c'est le compresseur. Il faut que vous preniez un petit compresseur avec vous. Il existe au jour d'aujourd'hui des petits compresseurs, ça fait l'espace, la grandeur de comme 3 téléphones l'un sur l'autre. Vous pouvez le charger avec les clés USB, c'est le top du top, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd. Et en plus, il y a le manomètre à l'intérieur, donc quand vous enlevez un petit peu d'air, vous allez mettre un peu plus. Tout est à disposition sur ces petits compresseurs. Et ça, vous en trouvez un petit peu partout en Europe, ou en Amérique, ou au Canada, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir. Ensuite, les leviers, les 2 leviers, des patchs pour réparer les chambres à air. Et si vous avez la possibilité d'avoir un petit peu de savon pour changer le pneu, ça peut glisser un peu plus facile dans la jante. Ou autrement, si vous n'avez pas ça, ben vous pouvez prendre un peu d'huile. Moi, j'ai l'huile pour le moteur que je mets autour et puis que je fais comme ça. Donc ça, c'est, je pense, la priorité numéro 1, les roues. Ensuite, j'essaye d'être professionnel, je lis tout ce que j'ai marqué, quoi. Ensuite, tout ce qui est au point de vue pneus. Alors les pneus, j'ai souvent des questions, quel style de pneus? Alors, déjà les pneus, vous ne pouvez pas choisir les pneus que vous voulez partout où vous êtes. Il faut plutôt demander qu'est-ce qu'ils ont de disponible. Alors, ici en Colombie, en Colombie par exemple, les Michelin sont très courants. C'est très dur d'avoir des Metzler ou des choses comme ça, mais bon, après c'est des pneus, voilà, des pneus c'est des pneus. Pneus neufs, c'est toujours mieux qu'un pneu usé. Et il faut qu'on soit réaliste. Quand on fait un voyage comme le mien, 80% voire plus, c'est sur le dur. Alors certes, des fois la route elle n'est pas bien, mais c'est quand même du goudron. Donc il n'y a aucune nécessité d'acheter des pneus 50-50 ou des choses comme ça. Au pire des cas, achetez un pneu qui est 100% route et puis vous le dégonflez en temps voulu si vous avez besoin un peu plus d'accroche, si c'est un terrain qui est un petit peu plutôt mauvais, et puis vous le regonflez avec votre compresseur que vous aurez avec vous. Mais n'achetez pas des 50-50, ça ne sert à rien du tout. Déjà, ça fait du bruit, ça vous pouvez vivre avec. Ça s'abîme, ça descend à une vitesse de folie, en plus ça ne tient pas, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si vous faites un voyage, un bout, et vous savez que vous allez faire 90%, 80% de vos voyages, c'est dans du terrain accidenté où il y a de la terre et des choses comme ça, on n'a pas la même discussion. Moi, je vous parle de mon voyage à moi, quand on voyage comme ça. Franchement, ça ne sert à rien de prendre plus que 70-30, c'est-à-dire 70% la route et 30% le terrain. Et ça suffira largement, largement. Et aussi une chose, beaucoup de gens me posent la question combien de kilomètres j'ai fait avec les pneus. Oui, alors ça c'est clair que c'est une bonne question, la réponse elle est tout autant rigolote. Mais la vérité, moi je ne tire jamais en bas mes pneus pour 2 raisons. Déjà, j'ai pas envie de crever, franchement j'ai pas envie de crever, donc ça me donne un peu plus de chance. Et de 2, le problème qu'il y a, c'est qu'en voyage, par exemple, si on est en Colombie, on sait qu'en Amérique centrale, il ne va pas y avoir beaucoup de garages où on pourra trouver des pneus et changer des pneus. Donc on va plutôt changer les pneus où on peut les changer, en prévision que dans les 4-5 000 km prochains, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est une chose à faire. Et franchement, vous avez vu là, en Colombie, j'ai changé les pneus pour 220 €. Les deux. Pas commencer à être trop raclette sur l'argent et tout. Moi, je préfère être
Une sécurité supplémentaire, pas besoin de faire chier à démonter le pneu, parce que moi j'ai pas des tubeless, contrairement à ce que je vous expliquais. Et oui, franchement, c'est pas cool quoi. Donc si je dois dépenser des pneus 3000 avant l'usure, final, j'ai rien à foutre quoi. Donc qu'on se comprenne quoi. Après, j'en ai rencontré des gens qui tirent au bout, qui sont à la toile et puis ils ont même un pneu sur eux pour le changer. Tout est possible. Moi, je vous parle de mon expérience à moi. Donc ensuite, si on parle la deuxième chose, après les pneus, c'est les amortisseurs. L'amortisseur, il faut vraiment prendre ça pas à la légère, comme moi je l'ai pris. Il faut vraiment bien comprendre qu'une moto comme celle-ci, un coureur, un pilote, une personne qui est dessus, elle est calculée, elle est faite pour 85 kg. Alors 85 kg, c'est déjà un certain poids, hein, je veux dire, les gars, les pros, ils sont comme ça. Hein. Donc 85 kg, normalement, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je fais 100 kg. Donc déjà, c'est 15 kg en plus, ouais, c'est rien. Mais les habits que j'ai dessus, c'est en tout cas 25 kg. Donc vous imaginez. Et ensuite, la caisse que j'ai là, quand on a des sacoches et tout, on est facilement le double, c'est-à-dire 70-80 kg en plus que le ressort, l'amortisseur d'origine est étudié pour. Alors vous allez me dire que ça va le faire quand c'est neuf. Totalement raison, totalement raison. Par contre, dès que ça vient un petit peu abîmé, utilisé, on prend deux, trois bonnes éclatées dans des trous, des machins comme ça, avec le double de poids, ben moi je peux vous dire que l'amortisseur il va pas tenir le coup quoi. Donc ça c'est quand même une chose à privilégier quand vous préparez votre moteur. Vous regardez votre poids de votre équipement, qu'est-ce que vous allez avoir derrière comme poids, et puis à ce moment-là vous allez chez un spécialiste qui sait son métier, comme celui que j'ai rencontré à Quito. J'allais chez un spécialiste comme ça, et lui il va préparer la moteur en rapport du poids final. Et ça, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Ben déjà, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup moins tape-cul, c'est plus sécurisant, quoi. Franchement, j'ai beaucoup plus de plaisir en faisant ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment une chose excessivement importante. Et la personne professionnelle va pouvoir dire s'il faut même changer d'amortisseur, de ressort, pas d'amortisseur, mais de ressort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment prendre. Et si vous êtes deux, c'est pareil. Hein. Moi, je parle de sol, mais si vous êtes deux, il faut aussi regarder. C'est même pire, peut-être. Je ne sais pas exactement les caractéristiques d'une moteur avec deux personnes pour vraiment voir qu'est-ce que c'est. C'est peut-être pour deux personnes, c'est 150 kg, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut vraiment regarder ça, puis pas prendre ça à la légère. Donc ça, c'est au point de vue amortisseur. Ensuite, alors les pneus, on a discuté, ça c'est bon. Les bagages. Les bagages, une chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas prendre nécessairement les box durs. C'est comme ceux que j'avais au début du voyage. Les box durs, c'est très bien, peut-être en Europe, quand vous êtes autour de la maison, des choses comme ça. Mais quand vous voyagez, vous avez des risques de chute, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus délicat. Parce que si votre box il est en aluminium, c'est un gros truc, quand vous tombez, automatiquement ça va plier tout ce qui est l'armature. Et puis là, ben, c'est pas cool quoi. Et je vous conseille, c'est d'avoir définitivement des sacoches flexibles. Et comme ça, en plus, si par exemple il y a moins de bordel dedans, un jour, elle est plus petite. Donc voilà. Et quand vous couchez par terre, quand vous tombez, il y a beaucoup moins de chances de plier la structure pour ça. Donc prenez définitivement des sacoches soft plutôt que des box en dur. Moi dessus là j'ai une caisse, vous avez vu pendant les vidéos, ça va très bien, ça ne dérange pas trop. Moi je mets dedans mon ordinateur, des trucs importants, sensibles, que au pire si j'irais tomber, ça protégé. Mais tout le reste qu'on est en train de parler, c'est des habits du bordel qui n'ont rien à foutre, donc compressé maximum et des choses faciles à compresser et puis voilà quoi. Donc ça c'est pour les bagages. Maintenant, je pense, ce que j'aurais peut-être dû parler en premier, qui est le plus important, c'est le poids. Le poids. Et quand vous avez fini du poids, vous recommencez avec le poids. Je vous parle de ça parce que, connaissance de cause, j'ai voyagé beaucoup en vélo, un peu moins en moto, c'est sûr.
Mais je sais que le poids, c'est un facteur. On est tous cons quand on part. Pourquoi avoir 5 paires de slips? Vous n'en mettez pas 5. Pourquoi avoir une clé numéro 13 pour une Yamaha? Vous savez très bien qu'il n'y a pas de boulon 13. Pourquoi avoir une petite cuisinette avec vous? En Amérique du Sud, c'est tellement bon marché la nourriture qu'on ne se fait jamais à manger au bord de la route. Ça ne se fait pas. Pourquoi avoir tous ces trucs-là? Il faut réfléchir et réfléchir et réfléchir. Il faut diminuer le poids. Ça, c'est le numéro 1. Moi, j'ai diminué 40 kilos depuis que je suis parti. 40 kilos. Alors, il y a un sac couchage, j'en paye pas. Il y a une cuisinette, j'en paye pas. J'ai 5 paires de slips, j'en ai pas besoin de 5. J'en ai une, ça me suffit. 3 t-shirts, un, ça me suffit. 2 t-shirts au pire. Beaucoup de choses comme ça. Des clés qui sont inutiles. Des locks qui sont trop gros ou trop lourds, inutiles. J'ai diminué de 40 kilos. C'est de la folie. On ne se rend pas compte, mais c'est un truc de fou comme on est con quand on prépare notre bagage. Le poids et le poids. Et puis je pense que quand vous voyagez à deux, ça doit être encore pire. Donc vous devez vraiment faire attention. Si vous avez peur de ne pas avoir un t-shirt, ben, continuez avec la peur. Et puis le jour que vous en avez besoin d'un, eh ben, vous achetez un t-shirt, quoi. Donc voilà. Et c'est pas parce que vous avez 10 t-shirts en plus que vous allez être plus à l'aise. Oh putain. Wow. On n'est pas trop habitué. C'est impressionnant là. Vous avez vu ce qui est passé? Je ne m'attendais pas à le voir lui. Bref. Donc je suis dans un pays chaud, là il fait 35 degrés et c'est le genre d'animal qui passe. Ils ne sont pas méchants, ils ont plus peur de nous, mais on n'est pas habitué à les voir. Donc voilà. Ensuite, le poids, c'est vraiment ça que je dis. Donc vraiment faites très attention, soyez intelligents. Et si vous avez besoin de quelque chose en cours de route, il y a des magasins dans le monde entier. Hein. Et puis ça sera certainement plus avantageux d'acheter quelque chose à l'extérieur que de chez vous. Et en plus, ça sera des souvenirs. Donc achetez sur place et puis voilà quoi. Mais arrêtez de prendre de trop de poids. Voilà, ensuite, l'essence. Beaucoup de gens m'ont posé la question avec l'essence. Alors, moi, j'ai une Ténéré Worldwide avec 2 réservoirs. La vérité, je n'ai pas besoin de ça. Ça ne sert à rien du tout. Alors, c'est super parce que comme ça me donne l'idée de pouvoir entamer une discussion avec quelqu'un, de quelque chose, motard, tout ça, mais entre nous, ça ne sert à rien du tout. Pourquoi? Parce que le réservoir, il est trop gros. Il y a des stations de benzine partout. Alors vous allez me dire, oui, mais d'un coup, tu fais 400 km, il n'y a pas... Oui, c'est vrai, il y a des fois, il n'y a pas de station de benzine pendant 400 km. Mais ça, c'est arrivé jusqu'à maintenant 2 fois. 2 fois. Donc si c'est vraiment le problème des 400 km sans station de benzine, on le sait en avance. Tout le monde le sait. Au jour d'aujourd'hui, on a des outils pour savoir. Soit les gens nous le disent, soit il y a des signaux au bord des routes. Et tout le monde le dit. Les réseaux sociaux, les machins comme ça, tout le monde le sait. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un bidon. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un bidon. Vous pouvez prendre un bidon à la station de benzine où vous allez faire le plein. Et ben vous prenez ce bidon avec vous et puis vous utilisez ça en temps voulu. Et puis voilà. Comme ça, vous aurez toujours de l'essence avec vous sans avoir le risque de tomber en panne sèche. Et puis le jour que vous n'avez plus besoin de ça, ben vous portez rien du tout. Je sais, là, les 2 tanks, les 2 réservoirs, c'est un bon départ de discussion de motard. Mais la vérité, ça ne sert à rien du tout. Puis en plus, côté négatif, c'est que c'est tellement gros que quand on se met debout, on a les jambes qui s'écartent comme ça si on commence à serrer le bouillon. Donc c'est pas vraiment positif. Alors oui, c'est bien quand on fait 400 km, mais 2 fois. Donc voilà. Et puis l'essence, il y en a partout. Partout. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter. Et puis si vous devez vous arrêter tous les 250 km de faire le plein d'essence, ça ne va pas te faire de mal aux jambes, quoi. Donc le poids. Moi, je préfère avoir un plus petit bouillon et puis avoir moins de poids. C'est beaucoup plus manipulable, beaucoup plus agréable à faire et tout. Donc voilà, pour l'essence. Ensuite, les pièces de rechange. Beaucoup de gens m'ont posé la question avec les pièces de rechange. Alors les pièces de rechange que vous prenez avec vous, c'est uniquement les choses que vous cassez sur place. Alors quand vous tombez, vous pétez un levier par exemple. Ça faut prendre un levier ou éventuellement un filtre à air, filtre à huile, parce que des fois il n'y en a pas. Mais voilà.
Après, ça ne sert à rien de prendre des chaînes, des pignons, des trucs d'usure. Vous allez trouver tôt ou tard, vous allez vous préparer tôt ou tard, et tôt ou tard, vous allez définitivement pouvoir trouver ce que vous avez besoin parce que vous pouvez anticiper. La seule chose que vous prenez, c'est quand vous tombez sur place. Ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur les habits. Alors ça, c'est un sujet assez sensible parce qu'il y en a qui sont plus amoureux que d'autres d'une marque. Moi, personnellement, j'ai la marque Klim, c'est une marque américaine, mais qui est vendue et exportée en Europe. J'ai rencontré un Anglais une fois qui avait exactement le même que moi. Alors, je sais que c'est possible d'avoir, autrement sur Internet ou quoi que ce soit. Et l'avantage avec cet équipement que moi j'ai, bon, c'est pas cher, c'est pas bon marché, pardon. C'est pas bon marché. Moi, j'ai payé la veste, les pantalons, les boîtes, quasiment 4 000 $. Donc, c'est pas bon marché. Mais c'est un équipement qui est top, 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 top. Et s'il fait froid, vous pouvez vous habiller dessous et honnêtement, ça donne, c'est le top. Après, s'il pleut, vous n'avez pas besoin de combinaison de pluie, donc c'est du poids en moins et puis c'est plus agréable. Parce que là, par exemple, quand on est ici, tout d'un coup, il pleut pendant 20 minutes, 10 minutes, on continue à rouler. Et puis après, ça ressèche, mais s'il faut ressortir la combinaison, si vous êtes mouillé et tout, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc cet équipement-là, il est vraiment bien, protection et tout. Mais c'est un certain prix et c'est un certain poids. Et puis quand il fait chaud, donc transpirer quoi. Et il y a des ouvertures et tout. Le côté positif, mais il ne faut pas l'acheter pour ça non plus, hein, c'est que cette combinaison-là, cet équipement-là, si vous avez un accident et vous avez un rapport de police, la compagnie Klim vous enverra un habit neuf partout où vous êtes dans le monde. Alors on ne va pas acheter des équipements pour des accidents et puis opter pour cet avantage-là, mais ça peut être un bon coup de main. En tout cas, tous les Canadiens qui suivent, les Américains aussi, ou même les Européens, si vous pouvez acheter cette marque-là, en tout cas, elle offre cette possibilité-là. Donc voilà. Les boîtes, trois fois, je pense que je n'ai pas eu ces boîtes, je me serais pété la cheville. Ils sont lourdes, ils sont hautes, ils sont assez mastoc, mais c'est des hautes, c'est pas des bas, c'est des hautes. Et trois fois, j'ai mis les pieds par terre où je n'avais pas prévu de les mettre. Et franchement, ça m'a fait éclater dans la jambe. Et top, 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 top. Mais là aussi, il faut vraiment pas avoir peur de dépenser un peu d'argent pour le top du top. Et de toute façon, le but qu'il y a, c'est que vous faites ce voyage-là, mais vous allez en faire d'autres. Donc achetez le top du top parce qu'éventuellement, vous allez être déçu de ce que vous avez, parce que vous avez acheté un truc bon marché, et racheter du top. Donc finalement, ça vous coûtera plus cher parce que la première fois, c'était de foutre de l'argent par la fenêtre, et voilà. Donc les habits, ça c'est bien. Et le casque aussi, le casque, c'est très personnel. Moi, personnellement, j'ai mon casque, vous avez vu, qu'on peut ouvrir. J'ai la petite visière pour quand il y a vraiment trop de soleil. Après, c'est personnel un casque, comme on est bien dedans et tout. Mais la chose aussi importante, c'est comme quand j'étais en Patagonie, il y avait le vent, j'arrivais plus à rouler tellement il y avait le vent. Et là, j'ai gonflé le côté il y avait une pompe de chaque côté, là, parce que le casque il se tournait sur ma tête, tant c'est la bonne taille. Et là, j'ai gonflé un maximum, ça m'a donné la possibilité de garder le champ de vision, toujours plus ou moins en face des yeux, quoi. Donc ça, c'est un petit truc positif. Après, voilà, c'est comment vous voulez, mais je pense prenez un casque style comme le mien, que vous pouvez l'ouvrir, parce que quand il fait chaud, c'est pas négligeable de pouvoir l'ouvrir et franchement d'avoir un peu d'air pour souffler, quoi. Des fois, avec l'humidité en plus, des fois, franchement ouvrir, ça fait du bien, quoi. Et les boîtes, moi, la marque, c'est la Rave It. C'est vraiment une très très bonne marque qui est spécialisée dans tout ce qui est aventure et des choses comme ça. En tout cas, moi, j'ai pris ça, c'est le top. Franchement, c'est le top. Alors, c'est lourd, c'est haut. Petite histoire, si vous avez des boîtes comme ça, vous allez en poser une avec l'équipement. Il faut être créatif, hein, parce que vous n'allez pas descendre les pantalons, quoi. Donc ça, je vous laisse vous démerder sans se trop préfigurer vous-même, quoi. Mais ouais, c'est comme ça, quoi. Par contre, c'est vraiment une belle armure, bonne armure aussi, bonne protection, mais c'est pas un équipement léger, quoi. Puis par contre, il y a beaucoup de poches, franchement, c'est bien, quoi. Voilà. Donc ce qui est au point de vue sécurité. Alors sécurité personnelle,
il y a plusieurs choses à avoir. Je pense que le plus de gens que j'ai rencontrés, ils ont le Garmin InReach Mini. Et ça, c'est un petit truc, vous le mettez n'importe où vous pouvez le préfigurer avant de partir, vous pouvez envoyer des SMS dessus, vous pouvez envoyer des emails. Il y a une place qui vous localise le SOS où vous tombez avec un satellite. Je crois que ça coûte 15 $ par mois, 15 ou 20 $ par mois, pour faire partie pour avoir le service, quoi, si on veut. Et là, il peut vous localiser partout où vous êtes. Et ça peut être pas mal du tout. D'avoir, il y a aussi je crois qu'il y a aussi la météo dessus. Et moi, je suis tellement con que je ne sais pas l'employer. Mais celui qui est un peu plus intelligent que moi, il peut vraiment utiliser ça à bon escient, quoi. Donc voilà. Mais je l'ai et puis je l'emploie quand même. Mais pas, il y a tellement de possibilités, tellement de trucs de fou. Et ça, j'ai vu des Anglais aussi voyager avec ça. Donc ça, vous pouvez les trouver en Europe. Moi, j'ai acheté en Amérique, mais vous pouvez le trouver en Europe sans problème, quoi. Après, la moto, la chose principale, c'est d'avoir une alarme dessus. Pourquoi une alarme? Parce que c'est hyper facile. Il suffit que tu vas dans un hôtel ou tu vas dans un restaurant chercher quelque chose ou dans une station de benzine chercher un coca, une connerie. Tu peux mettre ton alarme rapidement, bloquer le guidon, l'alarme. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est que c'est rapide. Tu n'as pas besoin de prendre le chou, c'est sur ta clé, puis voilà. Après, il y a le tracker. La moto, il y a un tracker sur la moto que si elle se fait voler, tu peux suivre sur ton téléphone où elle est. Alors, il faut comprendre qu'il y a des professionnels et pas les professionnels comme voleurs. Les professionnels voleurs, eux, la première chose qu'ils font quand ils volent une moto, ils essayent de trouver où il y a le tracker, parce que toutes les motos, ils ont. Et c'est là où les Chinois, ils sont pas mauvais, c'est qu'ils ont mis un tracker à l'intérieur du système électrique de leur moto. Et les gens qui ont des Vogue, qui ont des CF, des choses comme ça, ils ont la possibilité d'avoir sur leur téléphone la position exacte de leur moto. Et ça, contrairement au tracker que celle-ci est là, tu ne peux pas le déconnecter. Donc ça, c'est pas mal aussi d'avoir. Et ça, je crois même que Royal Enfield a ça aussi, sauf erreur. Donc ça, c'est bien. Et l'autre chose qui est pas mal aussi, moi j'avais pris un de ces grosses chaînes qui est super, mais en réalité c'était un poids, ça pesait je crois 3 kg, rien que la chaîne c'est 3 kg, et je l'ai utilisé une fois. Donc je ne l'ai plus. Par contre, j'ai un gros cadenas que je peux mettre dans la roue arrière, sur la couronne, comme ça on ne peut pas mettre la moto droite et puis avancer comme ça. Donc il faut vraiment la porter. Donc là, il faut 4 personnes pour pouvoir la porter, pour la déplacer. Et à ce moment-là, il y a l'alarme qui va faire du bruit. Donc l'un dans l'autre, c'est une petite sécurité. Et puis voilà, quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui voyagent, vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux, avec un petit sac ici, sur le boyon. Ça, c'est un peu ce que tout le monde fait, tous les motards font ça. Moi, personnellement, j'aime pas, parce que il faut prendre le sac, il faut aller dedans, tu peux te le faire voler. Enfin, moi, j'ai toujours tout dans ma veste. La veste, comme je disais, il y a des poches partout. Chaque poche a son endroit bien précis pour un truc bien précis. Et puis, je fonctionne comme ça. Le côté un petit peu négatif, c'est que quand je dois sortir quelque chose rapidement, ben, je ne peux pas. Donc, le flic est obligé d'attendre. Et puis, il faut qu'il soit patient. Et puis, moi, je prends mon temps. Et puis, voilà. Par contre, quand vous avez tout ici, c'est... Voilà. Mais ça, c'est personnel, hein. Ça, c'est moi. Vous avez l'habitude peut-être d'avoir ça, ben, vous faites ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est une chose que voilà, les gens ils veulent ou ils veulent pas, chacun son truc. Après, tout ce qui est au point de vue vidéo. Alors, les vidéos, ben, j'ai sur la moto, j'ai ça. C'est là l'Insta360 qui fonctionne super bien. Et moi, j'ai aussi un interrupteur ici, que je n'emploie pas, mais on peut avoir un interrupteur pour la GoPro, qui est sur mon casque. Ça, c'est aussi une autre chose. Mais par contre, interrupteur pour aussi ça. Donc, si vous voulez pas faire le mouvement comme ça, c'est pas compliqué, hein, mais comme ça, vous avez ça, quoi. Après, sur mon casque, comme je disais, j'ai la GoPro avec un micro incorporé. Donc le micro incorporé, l'avantage du micro incorporé, c'est que vous entendez bien ce que je dis.
Et il est tellement proche de ma bouche que des fois vous m'entendez même souffler. Mais ça, je m'en fous. Mais au moins c'est assez clair quand je parle. Et voilà. Et autrement, j'ai ce que je suis en train de filmer maintenant avec vous. Cette vidéo, c'est une DJI Pocket numéro 3 que je le mets ici à l'extérieur. Comme ça, quand je vais marcher, eh ben, je peux facilement la sortir et filmer ce que j'ai envie qui n'est pas en connexion avec la GoPro ou l'Insta360. Donc voilà. Et ensuite, ça c'est bien joli, tout ce que je viens de vous dire là, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui puisse faire ça pour vous, ou si vous le faites vous-même, toutes ces informations-là, vous les avez déjà, mais si vous n'êtes pas vraiment capable, comme moi, de faire des montages, c'est compliqué. Donc il faut avoir quelqu'un qui puisse faire ces montages de vidéos, parce que ça c'est quand même, vous pouvez faire les plus belles vidéos du monde, si vous n'avez pas quelqu'un qui fait le montage, ça ne sert à rien du tout. Moi j'ai la chance d'avoir Océane qui sait faire ça, qui fait un boulot exceptionnel. Et sans elle, vous n'aurez jamais pu voir toutes ces choses que je vous ai montrées, parce que filmer et puis pas faire la finalité du travail, c'est-à-dire faire le montage et pouvoir les poster, ça sert à rien du tout. Donc voilà. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je pense à mes yeux en tout cas est important. En tout cas, j'avais marqué toutes les questions que j'avais eues sur ce voyage qui dure depuis 6 mois. Et en 6 mois, j'ai eu pas mal de questions. Je pense que j'ai fait le tour. Mais si vous avez des questions que j'ai pas abordées, ou je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça peut arriver, hein. Alors surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Vous savez comment il faut faire. Et autrement, ben voilà, j'espère que je vous ai donné un bon coup de main. Et ces petits détails-là, je pense qu'ils feront la différence dans votre prochain voyage, mais en tout cas dans votre choix de moteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ciao les amis, et on continue le voyage. En tout cas, j'ai immense plaisir à partager ça avec vous, et en tout cas, par exemple, ce que je viens de faire là, c'est vraiment un gros plaisir de pouvoir faire ça, parce que j'espère que je vais donner un coup de main à quelques personnes qui... comme moi, dans le passé, je ne savais pas à qui demander et personne ne me répondait. Voilà. Donc voilà. Ciao, ciao. À la prochaine. Et l'animal qui est passé là, c'est un iguana avant, si jamais.